Bécanefer Haïti, soyez les bienvenus encore une fois sur le plateau de l'Académie de la culture noire, le plateau de la culture de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous allons dans une nouvelle thème que nous appelons Nouvelle Terre Kémet, Nouvelle Terre Kémétique. Nous allons parler du monde de l'entreprise, construire et faire grandir une entreprise dans les mondes noirs africains contemporains. Cette émission est une émission réalisée avec la société Mbikoudi, avec Yaya Mbikou, notre Neb, et Kanefer, disons notre Kaneb et Kanefer Rakoutinetcher. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre Sénat, notre Kaneb-et, dans le cadre de la possibilité de faire entreprise. Je vais vous signaler que notre Sénat a entrepris, a construit toute seule une entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent. L'entreprise Mbikoudi est une entreprise qui est axé sur l'authenticité noire. Jadis, le nom Mbikoudi était un nom qui effrayait tous, dit au métisme colonial. Un nom Mbikoudi aujourd'hui, c'est un nom qui inspire la confiance, est un nom qui inspire, qui respire, qui a les parfums de l'authenticité. Parce que Mbikoudi, avant lié de la tradition noire, est une femme. Comme dans la tradition anglaise, on parle de Big Maman. La tradition noire anglaise, des États-Unis, on parle de Big Maman. Eh bien, Big Maman de la tradition noire, c'est Mbikoudi. Mbikoudi, c'est la femme qui est le centre de la communauté. C'est la colonne vertébrale de la société. Elle est la première instance dans la culture du point de vue de la configuration énergétique du cosmos, parce que souvenez-nous que notre cosmos est féminin. Eh bien, aujourd'hui, grâce à notre Sénat, Mbikoudi a été réinstauré. Elle a repris son juste titre, non plus d'une femme mystérieuse, mauvaise, avec toutes les clichés coloniaux qui lui ont été attachés, mais plutôt elle a été lavée de cette identité. Cette lavage d'identité a été fait grâce à la démarche entreprise par notre Sénat, c'est lui de créer cette société qui, lui, est une des premières sociétés authentiques faites par une fille, une Sénète, d'une nation Kama, d'une nation de la nation noire, qui produit, qui manufacture des produits dépôts pour la peau noire, pour les cheveux noirs, qui a apporté un concept. Par exemple, un concept qui a beaucoup plu, celui des cheveux crépis. On a réellement réalisé, grâce à Mbikoudi, que les cheveux crépis étaient une maladie et non quelque chose de normal. On a réalisé que la peau sèche n'est pas une caractéristique de la peau noire, mais bien au contraire, un désordre hormonal. On dit à l'effet que pendant très longtemps, notre corps ne s'est pas nourri. Cependant, cette entreprise qui s'est créée dans les deux dernières années a connu beaucoup de difficultés et c'est exactement de ces chemins de difficultés que nous allons aujourd'hui parler pour que cela serve d'exemple aux jeunes, à la communauté, comprendre qu'il est possible aux jeunes gens, aux jeunes femmes, de conquérir la première place comme créateur, comme créatrice, comme Mbikoudi. Mais c'est là ce que nous allons affronter aujourd'hui. Pour commencer, j'ai dit mettre Nefer à notre Sénat, Kanefer Rakoutinetcher, qui beaucoup connaissent comme Yakoukou de Mbikoudi. Bécanefer, et je suis contente d'être ici et vraiment je suis contente aussi, comme on dit, Doua Netcher pour l'introduction. Et voilà, donc je pense que souvent on vient et on parle de beaucoup d'émissions où je participe et tout. Mais en même temps, je voulais qu'on puisse vraiment parler de cet argument qui est très important parce que on regarde souvent le succès des gens et on parle de succès, on parle de comment une personne est arrivée là où elle est arrivée, mais souvent on oublie
le chemin que la personne est arrivée. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tout le monde puisse savoir que, bien sûr, on est content et on a de la gratitude pour là où on se trouve, pour tous ceux qui nous ont aidés, pour tous ceux qui nous ont soutenus. On a de la gratitude pour ça. Mais on a aussi de la gratitude en plus pour le fait qu'on est là où on est. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans notre communauté, il y a beaucoup qui ont des belles idées, mais pas beaucoup réalisent ces idées. Et je vous dis que la personne qui les comprend, c'est souvent les personnes qui ont réalisé, parce qu'on comprend comment il y a tellement des éléments qui peuvent bloquer une personne ou qui peuvent être comme des freins. Alors, être en mesure d'en parler, c'est vraiment un honneur en même temps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous aimerons parler aussi du fait que quand une personne décide de sortir de l'ordinaire, de créer une sorte d'organisation ou de communauté ou même une activité économique ou sociale, de parler de comment ça peut être un frein, les freins que la personne peut avoir dans sa communauté. Donc, on parle des freins qui viennent de sa propre communauté, sans pour autant parler de la discrimination, du racisme ou autre qu'on peut avoir ailleurs. Et c'est comme ça que beaucoup même diront que des fois, on peut se sentir dans des situations où les personnes qui soutiennent peuvent venir d'autres communautés que la nôtre, jusqu'à un moment donné. Mais en même temps, on a beaucoup de freins. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va vraiment explorer ce qu'on peut dire comme les pros et les contre, donc les pour et les contre dans toutes les parties de la communauté. Donc, les problèmes ou les challenges qu'on peut avoir qui viennent, les obstacles qui viennent d'autres communautés, mais aussi les problèmes et les avantages qui viennent de notre propre communauté en même temps. Droite. Douanetia, comme l'on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. C'est-à-dire, on voit ici que la difficulté ou disons l'impossibilité que nous pouvons aujourd'hui mesurer dans la communauté noire de faire les choses ne vient pas forcément de l'extérieur. Vient beaucoup plus de l'extérieur. Parce que nous avons été portés à penser que nous devons toujours attendre l'aide de l'extérieur. Cela a été pragmatisé avec l'image du Sauveur, de Jésus, de Allah. On a toujours quelqu'un qui doit venir de l'extérieur pour nous sauver. Pendant que nous ne nous rendons pas compte dans la communauté, en fait, les conditions acquises, les degrés de conscience, la mentalité, l'éthique, la morale même fondamentale est devenu un frein évident les jeunes de pouvoir progresser. Avant de redonner la parole à notre scène, je vais donner l'exemple, par exemple, aujourd'hui, quand on observe les mariages dans les autres communautés non noires, nous voyons les deux familles qui se réunissent. Des familles qui ont de l'expérience de vie, avec des parents qui ont 60 ans, ou plus, ou moins, mais qui se réunissent, les deux familles de l'homme et de la femme se réunissent. Et ils se rendent compte que les jeunes qui vont se marier, qui commencent leur vie, ont des difficultés, n'ont pas tout. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les jeunes dans différentes communautés, les familles dans différentes communautés vont se conjuguer ensemble, voir qu'est-ce que ces enfants ont besoin pour commencer. Ont-ils une maison? Ont-ils une voiture? Ont-ils un emploi? Que sommes-nous en mesure de leur offrir des manières à faciliter leur débit dans la vie, des manières qui puissent conserver les dons de vie? Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de notre communauté? On égorge pratiquement ces enfants financièrement, au point où on est obligé à faire des fêtes, après fêtes, à payer des dots, après dots, on donne. Et puis quand le mariage est fini, les jeunes se retrouvent sans un rond. Et nombreux qui commencent leur vie de couple, c'est-à-dire avec sans un rond, sans la possibilité de devoir faire ce qu'on appelle la ligne de miel, c'est-à-dire, ça signifie quoi la ligne de miel? Avoir un temps pour soi. Sont obligés d'aller vivre soit chez l'oncle, soit chez la tante, soit chez les parents. Vous imaginez un nouveau couple qui commence sa vie et qui doit aller vivre chez les autres. Dans une maison où il y a des parents, des oncles, vous vous imaginez cette histoire-là. Je pense que ça, c'est très bon sujet qu'on pourrait développer. Mais là, je voulais l'introduire parce qu'on a parlé de combien notre société, en fait, empêche. Là, nous voyons comment on détruit, on sabote les couples nouveaux. Maintenant, aujourd'hui, nous allons les voir au niveau de l'entreprise. Comment cette société, comment ces comportements, ces mal comportements, ces misconceptions éthiques, morales de notre communauté rend que les jeunes ne puissent pas
ne puissent pas être en mesure de créer de l'entreprise. Et à la fin, sont obligés d'aller trouver le travail chez qui? Chez les mêmes personnes que nous sommes en train de combattre pour nous avoir esclavagisés, colonisés et encore et encore. Douane et je pense que cette introduction a été une très bonne introduction parce que je pense que sans pour autant mettre une sorte d'exemple dans la tête des gens, ils vont se dire que non, c'est pas possible. Mais avec toutes les histoires qu'on connaît de comment un mariage africain se passe, et alors quand il y a une compagnie ou il y a une entreprise ou une action qui veut se passer, eh bien, on a la même force ou encore pire parce que là, l'acharnement vient de plusieurs parties. Donc, alors, pour commencer, encore une fois, je dirais que quand une personne décide de commencer une entreprise, eh bien, pour la plupart des personnes, c'est une personne qui a une force résilience, qui sait ce qu'elle veut et qui est forcée, qui sait où elle est en train d'aller. Donc, elle a une sorte, elle a un rêve, en fait. Surtout pour les premières 2 années, je dirais. La personne se retrouve en train de vraiment créer une chose qui l'intéresse et elle sait où elle veut aller. Et alors, si elle ne sait pas quoi faire, elle va trouver tout ce qu'il y a. Donc, toutes les personnes qui vont lui dire, qui ne vont pas lui apporter du support ou lui dire des choses négatives, ne vont pas vraiment l'affecter. Parce que cette personne est prête à écouter ça, elle est prête à avancer de l'avant. Donc, c'est comme ça que je dirais que le problème qu'on se retrouve face, surtout qui vient d'autres communautés, ne nous affecte pas trop. Parce qu'au fait, quand on veut commencer une communauté, on veut commencer une activité, on sait que les amis vont te dire que tu as un bon travail, tu as fait le droit, pourquoi tu ne veux pas devenir avocat, pourquoi tu ne veux pas faire ça, pourquoi tu ne deviens pas docteur, pourquoi tu ne rentres pas à l'université pour trouver un meilleur travail. Ça, on s'attend de ça. Ou encore, qui sont tes clients, qui vont acheter ton produit, qui vont aimer ce produit, est-ce que ça va payer ton loyer, est-ce que ça va te soutenir, est-ce que ça va faire comme ça, est-ce que ça va faire ça. Donc, on est prêt à écouter tout ça, en fait. On est même prêt au fait qu'on peut aller dans certaines compagnies pour demander un prêt bancaire ou un financement et qu'on puisse nous dire non. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a la discrimination. La discrimination n'est pas un problème. Ça, on est vraiment préparé à ça. Et alors, quand ça nous affecte, parce que ça nous a affecté beaucoup de fois, ça m'a affecté plusieurs fois, au fait, ça m'a laissé, je dirais, des traces, mais surtout sur la superficie. Au fait, en grandissant, on a eu tellement trop de discrimination pour ceux qui vivent en Europe, on le connaît, du moment où des fois même on se retrouve dans une situation où on vient discriminer, mais on ne réalise même pas qu'on a eu une discrimination. Donc vraiment, ça c'est très important quand même de le noter parce que je ne suis pas en train de dire que tout est rose du côté de la communauté extérieure, mais ça c'est des choses qu'on s'apprête avec. Mais en fait, qu'est-ce qui se retrouve? Il se retrouve que maintenant, de l'autre côté de notre communauté, bien sûr, on a les parents et ceux qui nous aiment qui nous diront que non, est-ce que tu as bien fait tes calculs, est-ce que tu es prêt ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, ils sont là pour t'apporter les parties négatives. Donc, la première partie, c'est qu'ils te donnent tout ce qui peut aller mal. Et si tu n'avais pas à y penser, des fois, ça fait penser, mais la plupart du temps, ça te frisque, au fait. Tu n'arrives plus à avancer, tu dois encore aller chercher. Ce sont des personnes qui disent qu'ils t'aiment, mais qui vont te dire que non, tu es brillant, tu peux trouver un meilleur travail, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, comme vous, qui n'ont pas le travail, qui sont meilleurs pour eux. En sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail, qui n'arrivent pas à trouver de travail, en sachant qu'il y a des personnes qui viennent licencier, qu'on leur envoie du travail pour des raisons que vous connaissez bien. Et voilà, on a tout ce point-là et on sait très bien qu'aujourd'hui, je dirais, notre génération, c'est une des générations qui ne peut pas rester à un endroit s'ils se sent mal à l'aise. En fait, si on se sent mal à l'aise, si on sait que ça, c'est pas pour moi, on ne reste pas. On cherche à trouver une situation non seulement où on apporte quelque chose de meilleur dans ce monde, mais aussi une situation qui nous apporte quelque chose de meilleur, qui nous rend contents, qui nous rend heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, avec la famille, bien sûr, on a toutes ces personnes qui nous disent ça. Mais alors, tellement que la famille a peur, parce qu'entre guillemets, on nous aime beaucoup, et ils ne veulent pas que vous puissiez faire une erreur, alors ils vont vous dire, restez au travail. Alors, vous allez décider de vous lancer dans votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Vos amis ou les personnes de notre communauté, comme ils vont voir votre action comme un défi personnel à eux, en fait, c'est comme si commencer son entreprise, c'était insulter la personne qui t'avait dit de ne pas le faire. Parce que, entre guillemets, tu n'as pas écouté les anciens, les grands, tu n'as pas écouté les conseils. Donc, pour qu'on puisse te faire une leçon, pour que tu puisses apprendre de tes erreurs, parce que tu as fait une erreur en n'écoutant pas ce que les ancêtres ou les anciens t'ont dit, donc les grands, entre guillemets,
alors on va te mettre à l'écart d'une manière ou d'une autre. On te met à Tu vas l'écart. être sanctionné, Tu es sanctionné. mis Voilà. en quarantaine. Tu dois être puni. Tu es mis en quarantaine et tu es sanctionné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu commences une activité, pour les quelques mois qui viennent, on se moque de toi. On te voit comme, au fait, tes premiers, je peux dire entre guillemets, prototypes, quand tu commences ton produit, on ne regarde pas la valeur de ce que tu apportes, mais on regarde de comment ça est, comment toi tu te présentes. Parce que toi, si tu commences, tu ne connais pas tout, au fait. Et on se moque de tes premiers efforts au lieu de t'encourager, pour la plupart. Bien sûr, il y a ceux qui encouragent, ça c'est l'avantage. Très peu, je dirais, Très peu. Il y a très peu qui encouragent, mais je dois dire la vérité, c'est que la plupart du temps, on se rappelle aussi malheureusement de ceux qui n'encouragent pas. Parce que c'est ça qui frappe. Tu peux commencer, tout le monde dit c'est bien, mais quand tu te présentes et dis, mais regarde, tu pouvais devenir avocat, mais regarde comment tu te traînes avec ces petites boîtes-là comme ça. Tu vois un peu. Donc vraiment, ce sont des choses qui jouent sur le moral de la personne et là, tu dois être encore résilient. Alors maintenant, pourquoi je fais l'apogée de, comme on avait mis, le point faible dans d'autres communautés, c'est que si une personne, par exemple, je pars, on me demande, on me te dit que ton idée là, on m'avait dit une fois, je pense que ton idée, c'est une idée c'est un projet de cuisine. C'est pas un business, tu vois. Pourquoi? Mais je me suis dit, il dit ça parce qu'il connaît pas ma communauté, parce qu'il connaît pas les problèmes qu'on a. Absolument. Il connaît pas combien de mamans ont des cheveux brûlés, combien d'enfants à qui on défrise de cheveux ont des blessures sur la tête. Moi, j'ai vu ça. Moi, je connais ça. Je connais cette douleur. Quand on peigne les cheveux des enfants, j'étais cette fille qui criait qu'on peignait les cheveux. Et donc, je connais. Donc, quand il me dit non, en fait, je le regarde en disant, tu connais pas de quoi tu parles. Et ça me fait ni chaud ni froid. Okay. Ça me fait peut-être, je dirais, ça frisque un peu. Mais c'est tout. Ça fait pas froid, ça fait pas chaud. C'est comme un vent qui passe et qui part pour toujours. Mais malheureusement, quand c'est une personne qui te connaît, une personne à qui tu respectes, une personne qui t'a toujours aidé, entre guillemets, en grandissant, c'est pas le cas pour tous, mais entre guillemets, alors ça te frisque différemment. Donc, on voit comment la personne qui te donne pas, qui te fait la discrimination, qui ne te donne pas de l'aide, au fait, il brise pas ton rêve. Pas aussi que la communauté qui peut te dire tout ça, qui peut se moquer de ton rêve, qui peut se moquer de ta transformation, pendant que ta transformation se fait. Un peu imaginer un papillon ou je dirais une chenille qui veut devenir un papillon. Pendant sa transformation, la transformation n'est pas belle. Pour ceux qui pensent que la transformation est belle, regardez les vidéos de bébés dans le ventre. C'est pas beau. Ça devient beau quand le bébé est fini, quand il naît. Si un bébé naît dans les premiers mois de la création, bien sûr, c'est beau parce que c'est la création d'une manière, mais c'est pas aussi, on dirait que le bébé qui est complet et le bébé qui est inachevé, si on regarde, il est encore en train de se naître, on voit qu'il devient de plus en plus beau dans sa création. Donc, c'est un beau qui devient de plus en plus beau. Donc, je corrige là. Donc, vraiment, c'est une transformation où ça devient de plus en plus meilleur. Mais le problème, c'est que pendant la transformation, encore une fois, on a la chenille il y a tout ce jus de transformation en elle. Donc, on a cette sève-là, et puis on a une partie chenille, une partie papillon. On a l'enveloppe qui s'est cassée, et puis on a une mousse qui sort. Vous voyez un peu, c'est un peu grotesque. Donc, si on voit en premier lieu, première image, on a une réaction grotesque. C'est seulement quand on regarde qu'on réalise qu'il y a quelque chose là. Alors, la transformation humaine, elle n'est pas différente. Et quand une personne commence une compagnie, elle passe dans des processus de transformation. Alors, il y a des personnes qui ont, je dirais, la bienveillance, des personnes qui sont passées par ce chemin-là, qui savent qu'on ne doit pas regarder la transformation, on regarde le rêve ou l'indication de où la personne veut aller. Et c'est comme ça que je dirais aussi, c'est important, quand vous voulez commencer une entreprise dans la communauté ou dans n'importe quelle communauté vous êtes, il faut chercher des personnes qui sont allées déjà, qui ont déjà fini la transformation, parce que c'est eux qui vont vous dire, ne t'inquiète pas, continue, n'efface pas. Quand vous dessinez, il ne faut jamais effacer vos dessins, il faut toujours finir. Et si vous n'êtes pas content, faire un autre, mais jamais effacer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner de la transformation. On ne le sait jamais. Donc ça, c'est vraiment pour dire comment, par exemple, un des avantages de la communauté extérieure, je dirais, donc chez les autres, là où vous vivez, ça peut être toujours la communauté noire. Si vous êtes dans un pays noir, ça peut être peut-être la communauté des banquiers. Comme si vous êtes dans un pays locoderme, ça peut être la communauté extérieure. Ça, c'est les désavantages que vous avez dans les deux communautés. Alors, maintenant, si je dois aller encore dans d'autres... donc ça, c'est pour avant de commencer. Donc, quand vous êtes dans l'étape avant de commencer. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Maintenant, quand on parle de la communauté extérieure, vous allez trouver des personnes qui
beaucoup plus de personnes qui sont allées plus loin, qui ont connu, ça c'est nos mamans qu'on voit déjà dans notre communauté, qui vont te dire, vas-y, qui vont te supporter. Surtout les grands-mères sont bien parce que eux, ils voient ton sourire, ils voient ton émotion, ils voient comment tu te fleuris, comment tu t'épanouis et ils supportent cet épanouissement. Et ça, c'est ce qui est positif dans notre communauté. Les personnes qui peuvent voir ton épanouissement et supportent ton épanouissement. Les grands-parents en Les général. grands-parents Ça, en c'est un général, élément très ils important. t'envoient. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à chérir parce qu'il y a certaines personnes de la famille qui vont voir, ils vont dire que oui, au fait, depuis que tu étais petit, je te voyais toujours en train de peigner mes cheveux, tirer mes cheveux, toucher comme ça, vouloir rassembler, vouloir embellir, vouloir faire ça, vouloir dessiner, vouloir danser. Et des personnes qui voient ça, qui te diront que je vois comment tu te transformes parce qu'eux, ils voient d'où la transformation a commencé. De quand tu étais petit, de quand tu avais 5 ans. Pendant que les autres, ils voient ta transformation de hier à aujourd'hui. Donc, de hier, tu étais la personne qui pouvait être avocat. Aujourd'hui, tu es une personne qui commence une compagnie. Alors, moi, je pense, m'a fait venir quelque chose à l'esprit. On pourrait, dans le futur, faire une émission sur une société sans grands-parents. Parce que ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui, spécialement dans la diaspora, c'est que les grands-parents sont restés dans les pays. À 90%. Il y a, c'est quoi, les 3-4% des personnes qui ont leurs parents ici, leurs grands-parents ici. La majorité sont restés. Alors maintenant, nous vivons dans une société où il n'y a pas de grands-parents. Or, les grands-parents, entre grands-parents et petits-fils, il y a une connexion. Voilà, il y a une relation. La grand-parent qui a vécu des époques précédentes ou que les parents n'ont pas vécu, il sait voir dans l'enfant des choses qui avaient existé avant que ses parents naissent. Il sait faire la connexion et il sait maintenant engendrer les supports. C'est comme ça, par exemple, j'ai grandi une très bonne partie de ma vie en Italie et quand on a commencé à grandir, quand on a commencé à faire des activités et on vendait un peu des choses, des activités de vente, qu'est-ce qui s'est passé chez les autres? J'ai remarqué tout de suite que les autres amis italiens avaient la possibilité de grandir rapidement. Pourquoi? Parce que leurs premiers acheteurs étaient leurs parents. Et quand on regarde les parents, quand on regarde les tantes, les oncles qui achetaient, c'était toujours sous l'impulsion des grands-parents. Les grands-parents insistaient que vous devez soutenir. Et vous devez acheter. Les grands-parents étaient celui qui mettaient ensemble. Et maintenant, quand on vit dans une société où les grands-parents n'existent pas, les parents qui ont subi une forme d'induction coloniale pour lesquels il ne faut que travailler, tu ne peux être réalisé que si tu travailles pour les colons. Le travail fait par un noir n'a pas de valeur. On ne la reconnaît pas. Tout ce que l'on veut qu'on puisse travailler chez les colons, apporter de l'argent à la maison, qu'on consomme et puis c'est fini. C'est parti une fois pour toutes. À ce point-là, nous nous retrouvons dans une société qui décourage les autres parce que l'on ne veut que les enfants puissent travailler que pour les colons. Il n'y a que des justices à travailler pour les maîtres. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence une activité en tant que noir, comme la société a une direction, travailler, servir les colons, et quand tu commences une activité, c'est ce que cela veut dire, cela est perçu comme si tu es en train de t'écarter de la voie qui a été prédéterminée. Et maintenant, tu vas être accablé, tu vas être insulté, tu ne vas pas être supporté. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte. Là, on va parler un peu, par exemple, des expériences que tu as connues, parce que nous allons signaler que Yayambiku est aussi ambassadrice, ambassadrice des femmes noires, disons, ambassadrice des femmes dans le business, dans les femmes en business en Écosse, et elle fréquente les autres communautés locaux qui sont des jeunes, hommes et femmes comme elle, qui ont aussi entrepris les entreprises. Et c'est vrai qu'au niveau gouvernemental, ils ont beaucoup plus d'appui, ils sont beaucoup plus non reconnus, mais ils ont facilement accès au financement. Ce qui est normal parce que dans notre pays aussi, ça serait la même chose. On aurait des facilités. C'est normal qu'ils soient dans leur pays, qu'ils aient d'accès à ces financements parce qu'ils sont autochtones. C'est normal. Si on était chez nous en Afrique, on aurait aussi accès à cette manière de voir les choses. J'aimerais vraiment développer sur ça aussi. Mais cependant, à part disons, ce qui est apporté par leur gouvernement, la communauté leur supporte beaucoup. Beaucoup. Et j'aimerais que notre Sénat approfondisse un peu ce sujet-là. Donc, alors avec ça, donc, comme j'ai parlé de la partie où on commençait, j'ai parlé des problèmes en même temps.
Mais il y avait aussi des avantages. Donc, ça veut dire que dans la communauté, quand j'ai voulu commencer, au fait, je me suis dit qu'en faisant quelque chose, c'est vrai que j'avais eu une éducation extensive. J'avais eu une éducation extensive à l'université et tout, mais c'était une éducation qui ne m'aidait pas, moi, à être une entrepreneur. Parce que en étant une entrepreneur, j'avais besoin d'utiliser beaucoup de, je dirais, skills que je n'avais pas. Donc, je Les devais, compétences. compétences, merci. Donc, je devais aller apprendre ces compétences pour m'aider à me développer et aussi m'aider, bien sûr, à porter les chaussures d'entrepreneur, si on peut dire entre guillemets. Mais pourquoi? Parce que je voulais bien faire les choses. C'est pas que je n'étais pas capable, j'avais déjà plus ou moins une idée du produit, mais je voulais vraiment être une personne qui comprend et je voulais aussi pas tâtonner dans le sens où je voulais être dans une place où mon produit avait du bienfait du début à la fin. Ça veut dire que avec J'aimerais que tu ça, signales que le fait, les cheveux, tu as commencé ça depuis l'enfance. C'est pas quelque oui, chose qui est oui, venu oui, oui, aujourd'hui. non. Les cheveux, en fait, les cheveux, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc, entre guillemets, quand je donnais des exemples, il y avait certains exemples qui étaient à moi. Donc, j'ai toujours fait les cheveux depuis que j'étais petite. Depuis que j'étais petite, j'étais fascinée par les cheveux. En fait, j'aimais beaucoup avoir les cheveux longs. Hein. Je pense aussi, vous regardez dans mes anciennes vidéos, je parlais de comment moi, j'étais une des personnes qui portait des tricots sur la tête pour avoir des longs cheveux. Et là, c'était à cause des films Locoderme et tout. C'était l'effet que je reconnais que ça avait sur moi. Mais en réalité, j'avais compris que je voulais avoir des longs cheveux. Mais aussi, mon rôle modèle de cheveux a toujours été des cheveux, je dirais, des cheveux bouclés ou donc crépus, bouclés comme ça, que j'aimais beaucoup, mais vraiment avec du volume et tout. Et étrangement, c'est comme ça que mes cheveux se sont développés au fur et à mesure. C'est un peu vraiment comme si j'ai réalisé mon rêve dans le sens où mes cheveux se sont développés dans les cheveux que j'admirais le plus quand j'étais enfant. Je suis une des seules personnes qui vraiment admire ses propres cheveux parce que la plupart des personnes veulent avoir les cheveux d'une autre personne. Effectivement, moi, je voulais avoir les cheveux d'une autre personne, mais mes cheveux étaient malades. Mais quand j'ai réparé mes cheveux, j'ai découvert que ce que je voulais avoir, je les avais déjà. Et c'est comme ça que j'apprécie beaucoup mes propres cheveux aussi. Alors, ça, c'est vraiment, et c'est ça. Donc, alors, avec ça, j'avais aussi appris à faire les produits rapidement parce que je suis une personne très curieuse. Et quand je regarde un produit, en fait, quand j'avais réalisé que la plupart des choses qu'on utilisait en Afrique n'étaient pas faites en Afrique, venaient de l'Occident, je me disais toujours, et s'il y avait un problème de communication, qu'est-ce qu'on allait faire? Donc, je me dis toujours, si on a un doomsday, donc s'il y a un problème de communication, quoi que ce soit, moi qui aime beaucoup manger, par exemple, la mayonnaise, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je sais faire la mayonnaise. Quand je suis devenue végane, j'ai aussi appris à faire la véganaise en même temps. Donc, vraiment, c'est pour moi, si j'aime beaucoup faire quelque chose, j'aimais découvrir comment c'est fait et bien faire. Donc, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris à faire des produits quand j'étais jeune, aussi plus jeune. Et c'est comme ça que, voilà, ça a développé ça comme ça. Et j'étais aussi, entre guillemets, coiffeuse à la maison. Je coiffais mes copines, mes amis. Et j'avais aussi quelques clients, je faisais des mèches, des tresses et tout, même des perruques. Donc, moi, j'ai tout fait. C'est vrai que j'ai jamais défrisé mes cheveux à moi, mais je suis aussi coupable que les restes parce que je défrisais les cheveux des gens. Donc, c'est comme ça que quand je parle, je juge personne parce que je le dis toujours que moi aussi, j'ai participé dans cette affaire, malgré que je n'ai jamais défrisé mes cheveux, entre guillemets. Mais alors, avec ça, au fait, je donnais ce service-là. Mais j'avais découvert que je me sentais comme si le service que j'offrais n'était pas valorisé. Pourquoi? Parce que, au fait, au fait, je tressais les cheveux avant de commencer le travail, avant que je puisse avoir 18 ans. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler en Écosse. Alors, je suis allée travailler une fois. Au fait, le jour où je me suis rendu compte, après 6 mois, je pense, de travail, que en travaillant pendant 4 heures à l'époque, puis j'étais jeune, donc en fait, on paye moins en Écosse quand on est plus jeune. En travaillant pendant 4 heures, on me payait quelque chose comme, c'était 24 livres à l'époque. 24 livres pour 4 heures de travail, 24 ou 25 livres, entre 24 et 25 livres, je me rappelle très bien. Mais quand je tressais les cheveux à la maison, au fait, on me payait 30 livres. 30 livres si je pouvais faire les mèches à une personne pendant entre 6 à 10 heures. Si j'étais trop rapide, c'était plutôt 10 heures. Donc, on me payait 30 livres donc pour certaines, Par tête. par tête. Donc, des fois, je chargeais 40, mais la plupart du temps, je chargeais 30 et certaines personnes payaient entre 20 et 25 si on était amis. Et quand j'ai réalisé qu'en passant toute la journée, j'avais cette rémunération, pendant que quand je travaillais, j'avais une autre rémunération. Et aussi, n'oublions pas qu'en faisant les cheveux, il y a des mal de haut et beaucoup d'autres problèmes. Et même pas ça, les clients avec qui je travaillais ne me respectaient pas. Pourquoi? Parce que pour eux,
une personne qui fait les cheveux, c'est une personne qui n'est pas intelligente, une Mhm. personne qui fait le travail de, je dirais, on appelle ça boy. Donc, boy, c'est comme on dit garçon. Donc, en fait, au Congo, on appelait ça boy. Donc, c'est pratiquement un garçon, c'est un peu comme on appelle une personne qui travaille. Non, c'est comme un esclave, en fait. C'est Ouais. l'évolution de l'esclave. Avant, on avait des esclaves. Après, ils sont Comme devenus on dit, domestique, des un être qui a été adomestiqué. un domestique, quelqu'un qui travaille chez vous à la maison. Donc, c'est une personne qui n'a pas trop de prospects, donc il doit travailler chez vous, laver la maison et tout. Donc, c'est comme un Un attendant, animal un domestique. animal domestique ou encore une femme de ménage ou quoi que ce soit. Donc, on a ça. Mais au fait, c'est que aujourd'hui, ici, les femmes de ménage aujourd'hui sont rémunérées par heure, comme tout le monde en Europe. En Afrique, il y a toujours, dans certains pays, il y a toujours cette mentalité que si une personne te fait un service sur toi, ça veut dire que cette personne vaut moins que toi en te donnant ce service, surtout si ce service te touche. Donc, c'est un peu comme si tu fais un massage sur une personne, tu es dévalorisé. Et si tu tresses une personne les cheveux, tu es dévalorisé. Ça, c'est que la thématique de Willie Lynch, la colonisation voilà. qui a continué à jouer. La colonisation est devenue comme un disque qu'on a laissé dans la tête qui continue à jouer sa musique et encore et encore et encore. Donc, ça, c'est aussi un des désavantages de notre communauté. Et en même temps, avec ça, je voulais valoriser le service de cheveux d'abord, mais en même temps, je voulais aussi apporter du bien, un produit qui fait du bien par odeur. En fait, un produit qui fait du bien, non seulement pour les personnes qui utilisent, mais pour les personnes qui travaillent je dirais, dans l'entreprise quand elle sera créée, mais aussi qui apporte du bien, par exemple, pour les enfants. Donc, avec Bigoudi d'aujourd'hui, donc, on offre aussi, à part les produits, on offre des sessions gratuites pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre à faire des bijoux. Donc, pourquoi je dis apprendre à faire des bijoux? C'est parce que beaucoup d'enfants aiment des bracelets et tout, mais c'est important pour eux de comprendre qu'ils peuvent fabriquer leurs propres cadeaux, qu'ils peuvent fabriquer leurs propres éléments, jouets, éléments qu'ils aiment beaucoup. Et moi, comme je sais fabriquer des bracelets et des boucles d'oreilles ou encore des colliers, alors je les apprends à faire ça et ils peuvent faire ça seuls. Et aussi comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de demander beaucoup d'argent à leurs parents, mais ils peuvent se créer une sorte d'activité. Une dépendance. Une dépendance, ils peuvent créer ça seuls parce que n'oublions pas, les produits que je fais, vraiment ça varie pour les bijoux. Il y a certains bijoux qu'on peut faire avec du papier. Donc un enfant peut créer son collier avec du papier et recycler certains items qu'il trouve à la maison et se faire une sorte de jouet ou encore une activité. Et on voit bien que ça prend du temps pour faire tout ça. Donc, c'est vraiment pour donner une sorte de consensualisation et aussi, c'est un peu comme une petite introduction aussi au business pour l'enfant en même temps. Donc, c'est ce que Bigoudi fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Alors, quand maintenant, au fait, quand j'ai compris que le problème, c'était aussi parce que on avait tellement une mauvaise relation avec nos cheveux et que les personnes qui étaient traitées de nos cheveux étaient maltraitées, alors là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et alors, alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé d'abord à trouver des organisations. Et là, je dois vraiment être honnête et dire que j'ai été aidée par beaucoup, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui, après une journée, ils disent que non, si ce n'était pas pour moi, Mbikoud ne serait pas là. Moi, je dis même pas non, je dis oui, hein, tu as raison, parce que j'ai été encouragée par beaucoup, beaucoup de personnes, mais je serais une menteuse si je dis que l'encouragement venait de notre communauté. Et là, ça ne venait pas de notre communauté, surtout quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'ai été assistée vraiment, je dirais, par des communautés d'Asiatiques. Il y avait une communauté qui s'appelle Sembo qui m'a aidée. Ils m'ont aidé à écrire mon idée, vraiment à élargir le projet, vraiment à voir plus grand dans le projet. Et la plupart de notre communauté, quand je parlais à des personnes, après quelques temps, je trouvais qu'ils répétaient cet élément de mon projet. Donc, on copiait mon idée. C'est un peu comme si on volait mon idée pour certaines personnes dans notre communauté. Par contre, chez les autres, on parlait, il y avait des éléments comme, par exemple, comme j'ai un background dans le droit, donc j'aime beaucoup avoir une disclosure. Disclosure, c'est un peu comme on dit, c'est une clause qui dit tout ce qu'on fait, on travaille entre nous, c'est visible. Donc, il y a la visibilité et c'est bien. Donc, tout le monde peut voir ce qui se passe. Et puis, en même temps, il y avait la confidentialité. Confidentialité, ça veut dire ce qui se passe entre toi et l'agent se reste entre toi et l'agent et peut-être son supérieur ou l'organisation. Et si l'organisation veut parler de toi, on te pose la question. Donc, on te demande, est-ce que tu aimerais qu'on parle de toi? Et ils ont fait ça, et ça, je dois le dire, ils l'ont fait, ils ont vraiment respecté. Donc, ils m'ont beaucoup aidé en ça. Et en même temps aussi, ils m'ont aidé à entrer dans un cours donc, ce qu'on appelle Startup Academy.
Donc, c'est une sorte d'académie pour commencer une entreprise, pour se lancer. Donc, j'ai fait ça aussi en même temps. Et là, je me suis retrouvée avec une communauté leucoderme. Donc, c'était une communauté majoritairement leucoderme. Et avec ça, on a échangé. J'ai échangé avec une femme aussi. Elle était, je pense qu'elle est pakistanaise. Et dans cette communauté-là, alors elle me disait que par exemple, elle faisait son massage. Donc, elle se lançait, elle voulait faire un business sur le massage. Et donc, elle chargeait pratiquement 30 livres par heure. Pendant que moi, il y a quelques années, donc maintenant ça faisait à peu près 6 ans, je chargeais 30 livres. Pour une 8 heures ou 9 heures. Pour 8 heures, 9 heures, même 10 heures des fois. Et en même temps, avec ce 30 livres, la personne, je lui offrais même à manger. Et des fois, vous voulez même discuter les prix. Et des fois, ils discutaient même les prix. Il y a certains qui discutaient les prix. Moi, je n'aimais pas discuter parce que je trouvais comme c'était trop bête parler de miettes. J'aime pas trop discuter sur les miettes. Je trouve que quand une personne te donne quelque chose, ça doit venir d'un bon cœur. Quand ça vient d'un mauvais cœur, je préfère ne rien prendre. Parce que j'aime pas que ton énergie puisse détruire ce que je vais faire après. C'est mieux que si tu vas me détruire, c'est mieux qu'on se finit là maintenant. Si je ne peux pas éviter la situation, comme tu es désagréable, on s'arrête là. Mais si tu veux maintenant aller plus loin dans ma journée, là, je te dis non. Et c'est ce que j'ai réalisé. Avec ça aussi, en réalisant ça, c'est que quand tu t'intègres dans les communautés, à certaines fois, nous, si on a des préjugés, on dit qu'on ne va pas avoir des finances et tout ça comme ça. Mais c'est en entrant dans ce genre de communauté avec le leucoderme que j'ai compris aussi d'une manière où le système est fait de manière que quand tu travailles dans ta propre communauté, pour ta propre communauté, par exemple, malheureusement, ta communauté peut être un avantage comme ça peut être un désavantage pour toi. Et ça veut dire ta manière de voir les choses aussi, même par rapport au business, est différente en même temps. Et c'est ça qui a fait, par exemple, ça qui fait, entre guillemets, que beaucoup d'entre nous peuvent demander un financement ou un travail et légalement, entre guillemets, on te dit non légalement. Avant, c'était illégal, tu pouvais contester ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans un moment où on peut te dire non, mais c'est légal. Pourquoi c'est légal? C'est simplement légal parce que la manière dont tu vois les choses quand tu es dans ta communauté, ça répond à ta communauté. Donc, c'est ça qui est... Mais maintenant, je ne dis pas que c'est négatif. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que c'est négatif parce que si vous regardez bien la manière dont les Arabes font le business, la manière dont, on peut dire, les Juifs ou les Hébreux font leur business, c'est vraiment très, très différent. C'est culturellement orienté. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce que la communauté le supporte. Le financement vient de la communauté, ou si ça ne vient pas de la communauté, mais la communauté va venir attraper. Donc, un $100 de la communauté, par exemple, juive ou hébraïque, entre guillemets, donc $100 dans sa communauté va passer de 20 mains minimum avant que ça puisse sortir. Et rentrer à la banque. Et quand ça entre dans la banque, ça devient déchiré. Pourquoi? Parce que c'est passé de main en main. Mais chez nous, dès que l'argent entre, ça entre directement dans la banque. Ça n'entre pas dans notre communauté. C'est comme si dans la communauté arabe et pakistanaise, quand on a des situations où la communauté investit en toi, de différentes manières, en venant travailler gratuitement. Chez toi, nous avons vu ça, par exemple, avec les communautés italiennes qui ont immigré à l'extérieur. Et on voit les communautés italiennes avec les très, 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 très grosses et très, très belles maisons. Quand on s'approche, on apprend qu'ils ne payent pas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est toute la communauté, tous les garçons, les filles de la communauté qui vont se réunir pour aller construire une maison. Ils vont aider une portion à construire sa maison, sa grande maison. On a quoi? On a une force de travailleurs de 100, de 150 personnes, qui vont en rotation. Après, ils vont construire la deuxième maison, puis la troisième maison. Dans une année, on a des résultats. On a des grandes maisons et on a des enfants qui ont appris comment construire, comment faire les maçons. Et de la deuxième côté, par exemple, ça dit s'il n'y a pas un investissement direct au moment de la construction où les gens viennent t'aider, mais il y a dans le milieu arabe, il y a un financement qui vient de la consommation. Ils viennent consommer tes produits. Voilà. C'est-à-dire, en consommant tes produits, c'est-à-dire, ils t'apportent un financement qui vont faire que tu puisses complètement grandir. Or, dans le monde noir, ce n'est pas le cas. Parce que, et moi, j'ai vécu ça quand on a commencé à vendre les produits Mbékouli. Quand on allait dans les ateliers où il y avait beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire, pendant très longtemps, les seuls clients qu'on avait, c'était des clients blancs. Parce que les Noirs, une fois qu'ils rentraient dans la salle et qu'ils voyaient qu'il y avait un Noir qui était en train de vendre un produit noir, ils faisaient demi-tour. Ils avaient honte de soi et de ce qu'ils pouvaient voir. Et cette honte-là,
a une traduction au niveau financier, c'est-à-dire quand tu as honte de tes produits, quand tu as honte de ton frère et de ta sœur, ce qui fait que tu es en train de couper les financements. Il n'y a pas de financement. Tu es en train de financer les autres. Pendant que la question, je me souviens qu'on parlait hier, tu m'as dit qu'un témoignage des autres entrepreneurs jeunes comme toi, occidentaux, qu'est-ce qu'ils disaient par rapport au financement et au support qu'ils ont reçu de leur communauté d'origine. Mm-hmm. Ça, c'est très important parce que ça me fait penser à, encore une autre guillemets, mais ça me fait penser quand il y a eu ce qu'on appelle le hashtag Buy Black, ça veut dire acheter dans les business noirs. Ça, je pense que c'est quand on avait aussi eu le mouvement Black Lives Matter, ce qui veut dire les vies noires comptent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui ont dit il faut supporter nos business, on doit supporter les business noirs et tout. Alors, du jour au lendemain, beaucoup de business noirs, certains business noirs, je ne les défends pas, mais il y a certains business noirs qui se sont retrouvés avec des clients qui venaient de partout pour leur supporter. Alors, ces clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on retrouve après? C'est que après avoir fait toute cette campagne de Buy Black ou Acheter Noir, il y a eu beaucoup de personnes qui ont maintenant fait des vidéos contre le mouvement Buy Black. Pourquoi? Alors, je vous explique. Ils vont faire des vidéos en disant que moi, voilà pourquoi je ne supporte plus le Buy Black. Acheter noir. Acheter noir. Pourquoi je ne supporte pas le acheter noir? Acheter chez les autres business qui sont d'origine noire pratiquement, ou qui ont un management qui est noir aussi. Alors, il explique comme quoi, il y avait une vidéo que j'ai regardée particulièrement, il explique comme quoi c'était mauvais, ils étaient maltraités, ou le restaurant, il était pas bien organisé, c'était pas au même standard qu'un restaurant européen, blablabla, machin. Et donc, pour cette raison, il y avait même une vidéo où, je vais aller dans un cas extrême, où la personne qui parlait dans la vidéo avait absolument raison. Il disait que non, il n'a pas été bien traité, on l'a crié dessus, blablabla, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je parle de ça? C'est que le problème est quoi? Le problème est qu'aujourd'hui, si moi, je pars sur McDonald's, par exemple, de Glasgow, sur Buchanan Street, et j'ai reçu un mauvais traitement, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chez eux, ou je vais aller même sur Facebook, je vais parler du McDonald's de Buchanan Street, ils m'ont crié dessus, ils m'ont craché dessus, par exemple, non? Mm-hmm. Mais je ne veux pas dire que tous les restaurants qui vendent la nourriture comme McDonald's sont mauvais, mais je vais parler de ce McDonald's-là, oui, de la personne qui m'a maltraité, parce et de là où on parle, c'est de la diffamation. La diffamation. Et puis maintenant, les gens qui vont faire le boycott, ils vont faire le boycott pour qu'on puisse corriger ce qui s'est passé sur moi. Mais le boycott n'est pas général sur McDonald's. En fait, McDonald's, qu'est-ce qu'il va faire? C'est par rapport à la personne. Ouais. Donc, quand l'issue sera résolue, McDonald's va dire, et on a même vu dans les compagnies d'aération, il y avait une dame qui était noire qui a reçu un racisme dans l'avion. Alors, on a parlé contre ce problème-là. Mais on n'a pas parlé contre toutes les compagnies d'aviation. Mais c'est là où le problème, c'est là où j'avais eu ce problème-là. Je me disais que non, quand on vient des business noirs, par exemple, et c'est ça qui est mauvais, parce que déjà de l'extérieur, on nous voit comme tous les noirs se ressemblent de l'extérieur. Mais le problème, c'est que même de l'intérieur, c'est la même chose. En fait, une personne, s'ils ont eu ils ont eu une mauvaise expérience avec une personne, ils vont généraliser la mauvaise expérience. Et en plus, je dirais aussi qu'en tant que business, moi, parce que bien sûr, les gens se trouvent que comme ils te voient comme vous avez une vicinité de communauté, ils vont te dire tout ce qu'ils ont retrouvé comme feedback, je dirais comme commentaire et leur expérience. Ils vont te donner leur expérience. Et moi, j'ai même eu des personnes qui te diront des choses comme ah oui, le produit a été bien, mais par exemple, comment on dit? Mais par exemple, l'odeur était un peu différente par rapport à l'autre. Alors je dis, comment tu peux dire que l'odeur était différente par rapport à l'autre pendant que tu n'avais pas l'autre produit devant toi? Il dit que non, ici il y avait plus d'odeur, ici il y avait moins d'odeur. Et je me suis dit, mais attends, on parle de la même personne non. Ça, au moins, je dirais que ça m'a en fait penser. J'ai regardé, j'allais vérifier et j'ai compris qu'en fait, avec les huiles essentielles, ça dépend de l'huile essentielle parce que c'est un produit naturel. C'est pas fait dans un laboratoire, donc on ne force pas l'odeur, donc ça dépend des huiles, la couleur dépend des huiles, ça dépend de la harvest, donc ça dépend de la saison où ils ont été récoltés. Ça dépend aussi de qui les a fait, comment ils ont été faits. Et chacun sort de sa manière. Donc, on sait très bien parce que c'est artisanal. C'est comme ça que ça se fait. Mais il y avait une personne, par exemple, qui disait que non,
j'ai mis les produits dans mes cheveux et mes cheveux sont devenus trop souples. Alors je dis, mais tu voulais que tes cheveux deviennent souples? Oui, ils sont devenus trop souples. Donc en fait, j'ai trop bien fait mon travail et pour eux, c'était une expérience, une lamentation. En fait, moi, je vais parler maintenant, même dernièrement, nous avons vu avec Johnson Johnson, qui est une société établie depuis des années, qui vend des millions et des millions et des millions et des millions de produits. Qu'est-ce que nous avons vu dernièrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'en as parlé, que on avait trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le produit. Il y avait de l'asbestos dans les produits de bébé. L'asbestos, si nous pouvons signaler, c'est quel genre de produit? Quel est le problème avec l'asbestos? L'asbestos, c'est un produit qui est, au fait, c'est un produit qui, ça je connais parce que en étudiant le droit, j'avais eu beaucoup de cas on lisait beaucoup de cas sur l'asbestos. En fait, c'est un produit qui se trouvait dans les murs. Donc, c'est une sorte de poudre, je pense que ce qui se trouvait dans les murs, c'était par rapport à comment on construisait les maisons, c'était un des matériels qu'on utilisait pour la fabrication des murs, les contreplaqués et tout ça. Donc, il y avait l'asbestos là dans les maisons. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la plupart des gens qui construisaient ces maisons, ils tombaient malades. Ils avaient le cancer à cause de l'asbestos. Ils avaient le cancer, beaucoup de problèmes de respiratoire aussi, parce que la poudre, elle est vraiment, vraiment toxique. Donc, le produit, pendant que les produits Johnson Johnson ont été retrouvés à voir ces composants chimiques un peu négatifs, mais cependant, nous n'avons pas vu des boycotts. Non, c'est ça. En fait, c'est un peu comme, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand ça vient de d'autres communautés, on traite chaque cas par cas. Mais quand ça vient de notre communauté, on généralise. Et même des fois, on généralise avec tout le monde. Alors, pourquoi je disais, c'était par exemple mauvais de parler contre, comme on dit, contre le mouvement noir ou le mouvement acheté noir, c'est parce que c'était dans le sens où si la personne pouvait faire la vidéo en disant que moi, j'ai essayé à supporter les business noirs, ce que vous devez faire, c'est faire un step-up. Donc, il faut améliorer, il faut augmenter votre niveau. Comme ça, nous, on sera contents, heureux de s'associer avec vous. Par exemple, quelque chose comme ça. Mais c'est un message positif pour dire que et puis, quand la personne aura trouvé un business qui répond à ses exigences de vie, parce que je ne demande pas de diminuer ses exigences. Quand il trouve une personne, un business, parce que je suis sûre qu'il y a une personne, sûrement, qui veut des clients comme lui, qui sont exigeants, mais quand il trouve la personne qui, à lui, le veut, alors à ce moment-là aussi parler de, j'ai rencontré 10 business qui n'étaient pas à mon exigence, et voilà, j'ai trouvé un qui a répondu à ce dont je voulais. Bravo pour celui-là. Et pour les autres, essayez d'augmenter votre niveau. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir trouvé un seul qui, pour une raison ou une autre, n'était pas à notre standard, eh bien, on est détruit. Mais pourquoi il n'est pas à notre standard? C'est parce que, bien sûr, avec tous les problèmes que les business noirs rencontrent quand ils commencent, et ça, manque de soutien on a un manque de soutien d'abord de la part de la communauté. On a aussi beaucoup de manque de soutien. Et le soutien quand je vais vous expliquer de quel soutien je parle, c'est là que vous allez rire et tomber de votre chaise. Mais en même temps, je dirais, le soutien financier, souvent, il vient de l'établissement. Et ça, c'est pas une chose que la communauté, ça, c'est pas un problème ou un désavantage que je mets de côté de la communauté. Le soutien financier, ça, je mets de le côté de l'autre communauté. Mais en même temps, le soutien financier aussi, ça vient par rapport à l'entrepreneur lui-même aussi. Parce que si tu as des difficultés pour, par exemple, avoir un financement, il faut t'associer avec des sortes de groupes, par exemple, d'entrepreneurs et les groupes d'entrepreneurs. Parce qu'en faisant ça, moi, qu'est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré qu'il y a des personnes qui, sincèrement, ils veulent aider les personnes irrespectives à quoi la personne ressemble. Et je me suis associée avec beaucoup de groupes de personnes qui sont contents quand tu progresses, qui t'aident à progresser et qui te donnent qui t'ouvrent même des opportunités. Et même, je me rappelle, il y avait une femme avec qui j'ai travaillé. Son organisation s'appelle Guy de Lily, Fiona. Il y a 2 Fiona en plus, dans les 2 côtés. Mais un d'elles, quand j'ai commencé à faire mes classes de bijoux, elle m'a pris pour que je puisse faire dans sa compagnie. Et alors, je n'étais pas sûre combien charger. Alors, elle m'a suggéré un prix qu'elle avait et puis me dire que non, quand tu commences, et puis après, on va développer. Et encore une fois, c'était pratiquement, je chargeais 25 livres ou 30 livres par heure pour ça. Donc, c'était à peu près 25 livres 25 livres à 30 livres par heure. Mais à la fin, elle me payait quelque chose comme 100 livres pour 2 à 3 heures de travail. Et imaginez-vous bien que quand je tressais les cheveux chez notre communauté, comment j'étais rémunérée. Et par ça, je ne dis pas que c'est pas respecté. Et pas respecté. Par la communauté des gens qui étaient en train d'aider. Voilà, c'était bien sûr pour l'effort et le matériel. Mais en même temps, c'était d'autres supports que j'ai eu. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont
pointé là où je devais aller, m'ont aidé à développer. Et ce sont des personnes qui, quand ils t'aident, c'est pas qu'ils te disent fais une promotion sur Facebook, tu auras des clients. Elle te dit par exemple, oh, viens travailler chez moi. Moi, par exemple, viens faire ta session chez moi et moi, je te paye pour ton service. Et voilà, moi, c'est comme ça que je paye les autres. Si tu veux, tu peux me demander entre ce montant et ce montant. Et je suis d'accord, mon budget est celui-ci. Voilà, je peux travailler avec toi. Et comme jeune entrepreneur, ça m'a aidé à mettre un bon budget pour travailler avec d'autres personnes. Donc, elle m'a aidé non seulement en me disant ce que je devais faire, trouver d'autres clients, mais m'a aussi donné un exemple que je pouvais faire pour apprendre de ça. Donc, c'est comme ça que je dirais que ce n'est pas qu'une communauté qui est bonne, notre communauté est mauvaise. Dans notre communauté aussi, chez les Blancs, il y a des personnes qui sont disposées à aider, des personnes qui sont bien, et il y a des personnes qui savent qu'il y a beaucoup de discrimination et de racisme dans l'institution. Il y a beaucoup plus d'ouverture mentale du Mais point de vue intellectuel. Voilà, l'ouverture mentale est importante parce que c'est ça qui fait que quand vous vous rencontrez avec les bonnes personnes, ils sont capables de vous aider à surpasser tous les problèmes qui peuvent aller. Et même, il y a certaines personnes qui sont en train de faire et même aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de faire et ils font des campagnes sans relâche pour être sûr que les opportunités arrivent à tout le monde. Il y a des personnes qui travaillent pour ça sans relâche. Et c'est comme ça que moi, je dis toujours, c'est important de donner cet exemple-là. Et en même temps aussi, j'ai eu beaucoup de personnes qui, quand tu demandes un financement, ils travaillent avec toi pour te dire que, écoute, quand tu pars dans telle ville, il faut entrer dans le système. Quand tu n'es pas dans le système, dans le sens où tu n'es pas dans le circuit, disons. Dans le circuit, pas dans le circuit, mais dans le groupe, par exemple, d'entrepreneurs. Si on ne te connaît pas, en fait, on ne te donne pas parce qu'il n'y a personne qui peut dire que cette personne, je travaille avec elle, c'est une personne avec qui il faut travailler. Tu n'as pas de recommandations. Tu n'as pas de recommandations. Donc, quand tu n'as pas de recommandations, tu n'as pas de visibilité, alors les gens sont méfiants parce qu'ils disent, mais si tu étais fort, si tu étais bien, comment est-ce qu'on ne te voit pas? Mais quand tu commences à avoir de visibilité, alors certains problèmes tombent, certains problèmes continuent. Mais encore une fois, ce n'est pas rose, mais je dirais qu'il y a eu beaucoup vraiment, il y a beaucoup d'aide. Parce que par exemple, pour moi, alors je suis aussi devenue ambassadrice je suis devenue ambassadrice pour ce qu'on appelle Wise Women. Donc, je suis une association de femmes écossaises. Donc, c'est une femme entrepreneuse de tous les niveaux. Donc, il y a des personnes qui font des turnovers, comme on peut dire, des 1 million, 2 millions, des billions. Et comme il y a des personnes aussi qui ont des petits business qui commencent, comme moi. Et donc, il y a des personnes de tous les niveaux. Et il y a plusieurs personnes qui sont invitées là. Et moi, je suis un des plus jeunes aussi en même temps. Mais bien sûr, parce que j'ai 29 ans, je suis un des plus jeunes à l'intérieur, donc je dirais moins de 30 ans. Alors, je suis là pour apporter mon expérience, non seulement comme femme, mais comme femme noire, et comme femme noire en Écosse, et aussi comme femme qui a moins de 30 ans. Donc, vraiment, je réponds à entrepreneuse qui a moins de 30 ans. Donc, je réponds à plusieurs catégories. Et donc, en plus, je suis entrepreneur social aussi. Donc, il y a plusieurs catégories que je réponds à l'intérieur. Et donc, pour vous montrer qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut avoir la discrimination, mais si vous avez la force de mettre de côté tout ce que vous écoutez qui est négatif, il faut juste trouver les personnes positives. Donc, la manière dont vous trouvez les personnes positives, c'est en ayant une énergie positive. Plutôt les difficultés qu'affronter du point de vue de l'entreprise par le manque, les difficultés qu'on se retrouve affronter du point de vue quand on commence une entreprise. Quels sont-ils? On disait l'autre fois quand je parlais comment les témoignages que tu as eu des autres, de quel support ils ont eu de leur famille, de leur communauté. C'est un peu de conclure avec cette partie-là. Voilà, ça c'est très important parce que encore il y a pas longtemps, je suis allée dans une formation pour avoir plus de support financier, pour avoir d'investissement dans ta compagnie pour bien grandir. Parce que beaucoup de gens pensent que les compagnies grandissent vite juste par les achats, mais ce n'est pas vrai. C'est l'investissement et le support vraiment financier des personnes établies qui peut aider dans ce cas-là. Surtout en Europe. Ça dépend, dans tous les cas, ça dépend. Et alors, je suis allée de là-bas pour comprendre, par exemple, quelles sont les défaillances ou comment faire pour avoir plus de financement et tout. Alors, moi, je suis partie là-bas en pensant que j'allais avoir l'information sur ça. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il y avait des femmes, il y avait une personne, un homme qui parlait, par exemple, de son histoire, comment il a grandi. Alors, comment il a commencé son entreprise et comment ça a grandi. Alors, j'étais étonnée. Au fait, il disait que alors, dans leur système, alors, quand il faisait ses premières applications de finances, il a été rejeté. Alors, comment il a fait? Il allait trouver des personnes de la communauté, par exemple, des personnes qui connaissaient. Donc, si, par exemple, son oncle ou sa tante ou sa grand-mère connaissait une personne qui était un manager ou un financier, alors il allait voir la personne pour qu'il puisse lire son projet ou son bid, pour qu'il puisse aller maintenant demander
comment on appelle, demander son projet pour qu'il puisse avoir un financement. Mhm. Et ça lui a aidé beaucoup pour se développer. Mais l'aide qui l'a aidé le plus, et c'est là que j'ai compris c'est là que j'ai compris qu'il y avait une manquance chez moi. Il a dit, par exemple, que avec lui, dans les premiers 2-3 ans, malgré que son entreprise était en train de grandir, mais il devait tout le temps réinvestir à l'intérieur. Et ça, je vais discuter aussi de ça plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que pendant les premiers 2 ans, il ne se payait pas un bon salaire, au fait, qu'il devait se payer normalement. Il se payait le minimum possible pour vivre. Mais en même temps, il était capable de continuer jusqu'au deuxième 3 ans parce qu'il avait le support de la famille. Donc, par exemple, quand il avait son enfant, il y avait la communauté, ses parents, ses grands-mères, ses tantes qui venaient s'occuper de son enfant gratuitement. Donc, il n'avait pas besoin, lui et sa femme n'avaient pas besoin d'avoir, par exemple, une nanny ou avoir un babysitter pour s'occuper de ses enfants, mais c'était fait pour lui gratuit. Donc, ça lui a aidé grandement à garder ça. Et ça, c'est quelque chose que dans la communauté noire, on a en Afrique surtout. On est fort pour ça. Deuxièmement, donc on parle de la famille comme ça. Il avait le support de la famille, il y avait des gens qui le supportaient, qui étaient tout le temps là pour lui. Ses premiers clients, troisièmement, c'était les personnes qui venaient de son environnement clos, sa famille, les amis et tout. Ses premiers grands clients qui l'ont supporté, c'était eux. Et les premières personnes qui allaient parler de lui pour lui quand il n'était pas là, c'était eux aussi. Mhm. Quatrièmement, il dit comment qu'il y avait des jours où il travaillait toute la journée et puis le soir ou comme ça, il y avait ses parents qui venaient, soit il l'invitait chez eux à manger ou encore il y avait des personnes qui venaient apporter de la nourriture. Des personnes c'est pas qu'ils demandaient quoi que ce soit, c'est des personnes qui avaient la conscience que tu as travaillé toute la journée, alors viens non seulement pour te reposer, mais aussi viens pour manger et te détendre un peu et aussi pour que tu ne puisses pas penser à ça aussi en même temps. Donc, c'était ça. Quand il a dit ça, j'ai senti quelque chose en moi parce que je me suis senti que, waouh, c'est vraiment différent. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il était en mesure, tout ce qu'il prenait, lui, il prenait le bare minimum pour vivre, mais le reste, il mettait tout dans la communauté, dans son entreprise. Donc, irrespectif du fait qu'il reçoit de la finance ou pas, il était en mesure de autofinancer son business. Parce que tout ce qu'il recevait pour les ventes ou quoi que ce soit, il remettait tout dans l'entreprise. Mm-hmm. Mais par contre, chez nous, c'est un peu différent. Trop différent. C'est trop différent. Là, tu as raison. Et c'est où la différence, je dirais, par exemple, c'est que quand tu commences une entreprise, d'abord, comme je dis, il y a très peu qui te soutiennent, surtout des gens qui achètent. Et moi, je dirais que mais là, je dois aussi admettre que une de mes premières clientes, la plus grande, c'était une de mes meilleures amies. Mm-hmm. La maman, elle achetait les produits, la mix. Elle achetait les produits à chaque instant. Juste si j'avais un nouveau produit, elle achetait les produits pour supporter. Et c'était elle, quand elle me donnait ses commentaires ou son expérience après d'utiliser les produits, j'étais en mesure de mettre pour avoir encore meilleur parce que je savais que vraiment, elle supportait mon activité. Et c'est une personne qui supporte toutes les choses que je fais, franchement. Et à chaque fois qu'elle venait aussi, elle venait chez moi pour des soins. Et c'était la seule personne à l'époque qui me payait bien. C'était une personne sur combien? Sur 1000, 10 000? Une personne sur beaucoup. Et là, je dois souligner. Donc, une personne sur beaucoup. Disons une personne sur 1000. Sur 1000. Donc, je parle d'elle parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Je ne dis pas que Sarah, sa sœur, qui va être jalouse, ne m'a pas aidée. Je dis que vraiment, c'était la manière dont elle le faisait. En fait, quand tu lui expliquais... mettre cela en termes de pourcentage, du point de vue de la communauté, nous sommes en train de parler des 0,01, qu'il s'agisse de la mix, des Tumba ou de quelqu'un d'autre. Mais nous sommes toujours en train de parler d'un chiffre qui ne va pas au-delà des 0, c'est-à-dire qui est 0,05% du support de la part de la communauté. Et cela est très détrimental. Je me souviens que dans la compagnie Mbikouli, des fois, nous travaillons depuis, si nous réveillons les matins, on a juste le temps de brosser les dents, on commence le travail et on commence comme ça depuis 7h, 8h et des fois, on n'a pas la possibilité de manger, de boire quoi que ce soit. On doit travailler rapidement et on finit de travailler qu'il est 20h, 21h et après cela, on ne sait pas quoi manger. Parce qu'on a été tout le temps occupé à travailler. Et quand vous avez fini de travailler, les magasins sont fermés, les shops généralement sont loin et
cela devient un problème. Et ça, c'est un problème très important. Et non seulement, un autre élément est que quand on commence à faire une activité, OK, dans la communauté, on est perçu comme un adversaire. Tous les autres qui sont autour de toi ne conçoivent pas, c'est-à-dire, ils vont les dire, hein, ils vont chercher de les supporter avec les mots, mais intérieurement, ils sont frustrés par le fait que tu es en train de faire quelque chose de différent. Parce qu'il y a cette maniacité-là de compétition. Une compétition, pendant que la culture noire est une culture de juxtaposition et de coordination. La culture de la compétitivité n'est pas une culture noire, mais cependant, nous sommes aujourd'hui noués et cela est un point énorme. Qu'est-ce qu'on se trouve? Nous nous sommes retrouvés bien des fois dans Bikoudi à organiser des choses avec d'autres communautés noires et nous retrouver qu'ils nous ont fauché chemin. Mais ils ont fauché chemin volontairement. Ils ont volontairement prévu, calculé de venir vers vous, de s'associer à vous, d'organiser quelque chose avec vous. Et après cela, au beau milieu du chemin, de vous fausser chemin de manière à ce que vous puissiez tomber. Et ça, c'est un problème parce que quand on cherche maintenant de la collaboration dans les mondes noirs, on se retrouve dans la difficulté parce que la personne avec qui l'on va collaborer, généralement, à 90%, comme on vient de le voir, c'est une personne qui pourrait certainement vous fausser chemin ou vous percevoir comme un ennemi pendant qu'il ne va pas vous le dire. Mais il va vous percevoir comme un ennemi. Il va garder cela pendant que vous allez penser avoir à côté de vous un associé, quelqu'un avec qui vous pouvez grandir. Or, vous êtes en train de marcher avec quelqu'un qui attend les meilleurs moments pour vous causer du tort, vous poignarder de la manière qui puisse vraiment vous faire très mal. Et ça, ce sont des situations que nous avons connues personnellement. Et nous sommes en train de parler de cela puisque nous puissions cleaning out the closet. Nous devons réaliser que la plus grande force à maintenir le monde noir dans l'ignorance, dans la pauvreté et le monde noir lui-même. Douane Etcher. Douane Etcher, je pense que ça ne pouvait pas être mieux dit, franchement, parce que, alors là, avec ce que tu viens de dire, vraiment, je pense que ça nous amène vraiment au point, parce que en faisant cette émission, beaucoup vont se dire que pourquoi on parle mal du monde noir comme ça, mais si ce n'était pas un monde malade, cette émission n'aurait pas eu lieu. Alors, on parle de ça parce qu'on sait que notre monde est malade. Ce n'est pas comme ça normalement. Parce que moi, quand je suis arrivée en Europe, quand je voyais la manière dont le monde noir vivait, c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'on était devenu un monde malade. Parce qu'on s'était vraiment détruit entre nous comme ça. Donc, avec ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pour parler aux familles et dire que comprenez que souvent, avec le travail, comme il vient de dire ici, c'est que quand on travaillait, au fait, il y avait des jours où on n'avait pas besoin, parce que c'est vrai que pour beaucoup de temps, on n'était pas encore en mesure d'embaucher quelqu'un. Et ça, je dis parce que entre les premières 2 années, j'ai pas vraiment supporté, j'ai pas vraiment évalué cette chose-là. Mais maintenant qu'on est dans la 2e année et demie officiellement en train de travailler sur Bikoudi, 2e année et demie, donc c'est la 3e année financière, entre guillemets. Donc, on n'a pas encore fait 3 ans, mais dans cette année ici, c'est l'année où j'ai réalisé beaucoup de choses, mais des choses qui m'ont affectée. Pourquoi ça m'a affectée? C'est parce que, je dirais aussi, dans les premières années, j'étais folle amoureuse de Bikoudi, dans le sens où j'étais juste tombée amoureuse, et donc j'avais l'excitation, j'avais l'adrénaline, j'avais tout ça qui était en moi. Donc, j'étais capable d'éviter, d'écouter et de surmonter tout. Mais après, qu'est-ce que c'est pas à un moment donné où tellement qu'en même temps, j'étais en train de forcer. J'ai fait beaucoup de sacrifices qui n'étaient pas dedans. J'ai fait beaucoup de sacrifices à l'intérieur. J'ai trop investi en moi. J'ai investi pratiquement tout. Mais à la fin, il y a un moment donné où tu te fatigues, au fait. Ton corps veut un repos. Parce que tu travailles sans cesse. Et alors, dans ce moment-là, c'est ce moment où on part des fois visiter la famille, on part visiter beaucoup de personnes et tout. Mais c'est ça qui aide normalement parce que en fait, on se rend pas compte qu'on est fatigué, on se rend pas compte qu'on a couru tellement trop. Mais c'est après 2 ans que quand on regarde derrière, on se rend compte de combien on a couru, de combien on doit encore courir, qu'on est fatigué parce que là maintenant on est au milieu du chemin.
Et On on n'est a, à plus ce au début. moment-là, C'est à ce moment-là qu'on on a, réalise la magnitude de ce on a voulu faire au début. à ce moment-là, on a aussi besoin de sa communauté qui soit autour de soi. Absolument. Et dans notre cas, quand Absolument. on a besoin de cette communauté-là, on regarde tout, ils ne sont pas là parce ils sont plongés dans l'envie contre toi. Pense Contre toi. avoir que tu aies réalisé quelque chose, mais en réalité, tu es toujours dans le processus de créer quelque chose. Voilà. Donc, Ils sont envieux de quelque chose qui n'existait pas, qui n'est pas là. il y a une fois, j'ai parlé avec une femme et alors je lui parlais de comment on avait beaucoup à faire et comment on devait faire trop. Alors la dame qui m'explique, alors elle a dit quelque chose qui était marrant parce qu'elle me dit, oh là là, toi tu es vraiment victime de ton propre succès. Parce que je lui disais que j'avais trop de choses à faire, alors je ne savais pas où aller, faire comment. Mais elle me dit, mais tout va bien. Je dis, oui, tout marche bien, mais seulement j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez bien sûr, de ressources pour faire tout ce que j'aimerais faire. Alors elle me dit, tu es victime de ton propre succès. Pourquoi je mentionne ça, c'est parce que dans la deuxième année, entre deuxième et troisième année, on réalise qu'on a commencé une activité, tout va bien, alors on doit grandir. Alors pour dans notre communauté, il y a la misconception, les assumptions. En fait, ce sont des assumptions, la misconception, les gens qui regardent de loin, c'est ça qui nous tue plus que les personnes qui viennent proches. Parce que quand une personne vient proche, au fait, je dis ça en réalité aussi, c'est que la plupart des gens qui viennent pour dire, par exemple, comme on dit, une expérience, qui viennent me partager une expérience négative, quand ils parlent avec toi directement, quand ils réalisent ta réaction, la plupart changent d'avis directement en même temps. Parce qu'ils disent que non, en fait, je ne dis pas ça pour te blesser ou quoi que ce soit. Ils réalisent qu'ils ont été trop durs avec toi, au fait. La plupart des gens. Et ça, c'est vrai parce que quand tu fâches avec quelqu'un et que tu dis quelque chose que après tu regrettes, en réalité, quand tu es proche, tu as la capacité d'apprendre aussi en même temps, de réaliser, de te mesurer, de réaliser que peut-être tu n'as pas utilisé la plus grande force. Mais les personnes qui sont loin, qui te lancent de pierres ou qui te lancent des fleurs de loin, ne réalisent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et se font des assumptions. Et ce sont ces assumptions qui, au fait, qui sont vraiment mauvais pour le business. Je dis ça pour que tous ceux qui se trouvent dans les mêmes cas que moi, il faut être encore plus fort, il faut trouver des personnes avec qui parler, ça aide beaucoup. Et quand j'ai parlé avec encore une femme locodame à qui j'ai partagé ça, alors elle m'a dit que elle, la troisième année, c'était une année de larmes et de sueur. J'ai fait que pleurer et travailler dur, pleurer et travailler dur. Vous vous en rendez compte? Et c'est là que j'ai réalisé que non, je dois Sans continuer. le soutien de sa famille, elle n'aurait pas pu Sans le aller soutien là. de sa famille, elle n'aurait pas allé là. Alors, qu'est-ce que je voulais vraiment dire en ça? C'est que moi, je me suis retrouvée pratiquement que dans notre communauté, c'est pas que. En fait, je ne dirais pas qu'il y a des personnes qui en disent, parce que je ne suis pas là pour accuser une personne. Parce que s'il y a des personnes de ma famille qui m'écoutent et qui sont offensées par ça, là, largement, je dirais vraiment, vous n'avez pas compris que ma famille, non seulement, ce n'est pas seulement la famille de sang, mais c'est une famille plus large. C'est la communauté c'est la communauté que j'appelle famille. Mais en même temps, je parle parce que je dois dire ce qui est bien et ce qui est mauvais pour qu'on puisse développer. Bomba, c'est mauvais. Donc, il faut toujours parler du mal pour que il faut identifier ça pour que ça puisse finir. Et comme ça, on va voir aussi comment résoudre ça. Alors, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve que pendant que en fait, quand Bikoud était petit et tout, c'était encore bien, les gens étaient loin. En fait, ils se disaient, mais comment tu vas vivre et tout ça comme ça. Mais après, ils commencent à revenir petit à petit, qu'ils retrouvent que maintenant, il y a la communauté qui achète, par exemple, parce que au début, quand on a commencé, on n'arrivait pas à vendre. Alors, il y a une femme qui me dit, mais pourquoi tu ne veux pas vendre par exemple, dans un magasin, dans des événements végans, parce que des produits sont végans. Je dis, oui, mais c'est pas pour ma communauté. Elle dit, non, vas-y, les gens qui veulent te supporter, ils vont venir vers toi. Ceux qui ne veulent pas te supporter, ils vont passer. Et on a trouvé ça. C'est vrai qu'en ayant les produits qu'on a, on a des ventes moins comparées à d'autres blancs, par exemple, qui vendent les mêmes produits que nous, entre guillemets. Mais en même temps, on a le support de beaucoup de personnes. Et la majorité des personnes qui nous supportent sont blancs dans les marchés végans, comme tu avais expliqué avant. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup qui ne supportent pas, mais on peut aussi avoir beaucoup qui nous supportent. Et dans notre communauté, maintenant, on a commencé à voir le support. Quand ils ont vu au fait qu'il y avait tout ce monde-là autour de nous, ils sont venus vite, rapidement. Et c'est comme si après, eux, maintenant, ils sont devenus la majorité en même temps. Heureusement. Parce que là, maintenant, ils ont été attirés. Ils ont attirés parce que les codeurs achetaient. Ils ont vu que ça marchait. Au fait, eux, ils ne voulaient pas être, comme on peut dire, le cobaye. Eux, ils voulaient être sûrs que ça marche. Ils disent que non, moi, je préfère une compagnie avec une réputation.
mais ils ne veulent pas être là à créer la De la réputation. recréer la réputation. Ils veulent la maison finie. Ils ne La veulent maison pas finie. commencer à Ils finir veulent la pas maison. fabriquer la maison. C'est comme ça qu'on quitte l'Afrique pour immigrer ici parce qu'il y a des maisons finies, parce qu'en Afrique, il faut les construire. Il faut Donc, il faut construire, parler d'un c'est ça. fainéantisme mais psychosomatique. Absolument, c'est un fainéantisme, absolument. Mais c'est aussi beaucoup de, comme je dis, c'est une forme d'éducation qui nous a éduqués à vouloir le produit fini. Pourquoi? Parce que l'Afrique dépend des produits qui sont finis à l'extérieur. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment une éducation et c'est comme ça que je blâme pas les personnes. C'est une induction. Pendant des siècles, nous avons dépendu des produits finis venant de l'étranger. Et donc, l'idée que nous devons toujours aller vers l'étranger, vers l'autre pour trouver ce qui est fini, parce que chez nous, on n'en est pas capable. Et c'est ça qui était vrai. Mais maintenant, en même temps, au fait, je me suis rendu compte que pendant les premières années, au fait, avec la forme des clients, j'avais juste des clients qui achetaient directement et qui avaient leurs produits. Donc, j'avais pas de problème, je peux dire, comme on appelle, de cash flow, donc de mouvement d'argent, parce qu'il y avait, quand il y avait un achat, il y avait l'entrée et sortie. Mais quand tu grandis et il y a d'autres business ou d'autres compagnies qui veulent travailler avec toi, alors la relation change. Eux, ils prennent et puis parce qu'ils prennent beaucoup plus, ils ont plus de temps pour payer. Alors, en travaillant avec ça aussi, comme moi, je n'étais pas prête pour ça, donc j'ai eu une sorte de problème parce que qu'est-ce que c'est pas? C'est parce que maintenant, j'ai plus la flexibilité que j'avais développée dans les premières années. Parce que les premières années, j'étais habituée que si une personne prenait quelque chose, un achat, ça veut dire qu'il y avait une entrée et une sortie. Donc, il y avait l'entrée et puis il y avait une sortie. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que maintenant, en grandissant, pas malheureusement, mais heureusement, en grandissant, les exigences changent. Ce fait que, à part les clients qui ont entré-sorti, il y a maintenant un autre mouvement. Les gros acheteurs, ils prennent un gros paquet et puis le paquet, il part et toi, tu dois attendre le paiement. Et avec les acheteurs, des fois, j'ai dû leur demander de me payer plus tôt parce que j'ai eu ce problème-là, comme on peut dire, de mouvement économique dans la deuxième année. Et c'est ça qui me fait réfléchir. C'est pour ça que je parle pour aider les autres à apprendre et savoir qu'il faut être prêt, mais il y a d'autres choses où tu n'es pas prêt juste parce que tu as l'expérience. Et c'était mon cas. Alors, quand tu arrives là, mais pourquoi ça devient un problème? Ça devient un problème parce que les gens autour de toi, ils pensent qu'avec tous les achats, et à chaque fois qu'ils voient une personne avec un produit Bikoudi, ça veut dire que toi, tu as fait un bénéfice. C'est ça encore, la misconception, le bénéfice, c'est que quand tu vends un produit par exemple, tu vends un produit à 100 € en général, et que pour fabriquer ce produit-là, les matières premières, pour fabriquer ce produit-là, ça coûte à peu près 30. Donc, ça veut dire que tu as fait un bénéfice de 70. Mais en réalité, ils oublient que pour fabriquer le produit, tu as besoin de l'électricité, tu as besoin le travail de la personne qui peut aller même jusqu'à notre 30, qui fait 60. Tu as besoin du transport pour aller déposer ça. Tu as besoin de beaucoup d'autres éléments qui viennent pour les frais. Et il y a même d'autres frais aussi qui est pour la première année. Au fait, on ne fait pas de profit. Il n'y a pas de profit. Tout, ouais. Parce qu'avant même que vous puissiez recevoir le produit d'achat, il y a eu l'emballage qui a été dessiné. Mais le coût de l'emballage, ce n'est pas payé par cet achat, le premier achat, mais c'est payé par tous les achats qui vont venir. Donc, vous avez même, je peux dire, pour un produit, il faut même, jusqu'à ce que vous allez vendre peut-être 1000 produits avant de faire le premier profit. Pourquoi? Parce que tous les coûts qui ont été faits avant, ils doivent être projetés à la longue. Sinon pas, le produit devient de plus en plus cher. Et la qualité aussi demande ça. Et en même temps, c'est ça qui fait qu'en première année, mais en première année, quand même, vous devez quand même avoir une sorte d'entrée et sortie parce que vous avez la capacité, si vous avez de l'aide, comme moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu quand même beaucoup d'aide aussi, vous avez la capacité d'avoir des financements pour supporter ça. Mais la plupart des financements, quand il faut les rembourser, c'est un peu vous rembourser encore plus. Donc, un financement, voilà, c'est l'autre chose, un financement. Quand la communauté voit que vous avez un financement, tout le monde s'acharne derrière vous. Ils ne se réalisent pas que la plupart des financements, on rembourse. Ça veut dire, si par exemple j'ai 20 000 de financement, ça veut dire que moi, je me suis endetté de 25 000 peut-être. Donc, ça veut dire que pour le 20 000 là que vous voyez, que vous voulez avoir une petite partie de ce 20 000, moi, je dois payer 25 000. Donc, si je dois aider quelqu'un de la famille ou payer à quelqu'un de la famille, même 50 pounds, même 100, même 1000, ça veut dire que moi, je reçois maintenant 19 000 et je dois repayer 25 000. Et vous vous rendez compte de comment maintenant j'ai un espace plus restreint. Plus restreint. C'est dit à cette mentalité que quand on a fait un business, quand on a vendu,
l'argent de la vente va dans la poche personnelle. Mhm. Or, l'argent de la vente va dans la caisse de l'entreprise. L'entreprise est une entité à part. Elle vit pour soi. Et la personne qui travaille dans l'entreprise, même les propriétaires de l'entreprise, doivent avoir un salaire. Or, pendant les premières années de l'entreprise, il n'a pas de salaire parce qu'il doit tout réinvestir. Donc, c'est comme quand on a un bébé. Quand on a un bébé, on appelle des nourritures. La nourriture, c'est pour les bébés. Sans même, on ne mangeait pas. Mais la perception au niveau de la communauté est que quand on a fait quelque chose, c'est-à-dire on a l'argent. Or, en réalité, on n'en a pas. On a beaucoup moins d'argent qu'une personne qui va travailler dans une entreprise déjà formée parce que lui, il a un salaire pendant qu'il est régulier, défini, pendant qu'il soit comme la personne qui commence une entreprise n'a absolument pas de salaire. Du point de vue de l'échelle économique, il est situé beaucoup plus en bas de la personne qui travaille dans une société où il est rémunéré. Cependant, on attend, on développe de la jalousie, de l'amertume pour une personne qui, en réalité, est dans une situation désavantageuse. C'est ça qui est vraiment vrai en même temps, parce que c'est ça qui a été la chose, parce que j'ai dû réaliser, en fait, une fois en faisant une des trainings que je faisais, on nous montre comment une compagnie, c'est comme si tu es en train de planter. Donc, ça veut dire une personne qui plante ses graines, c'est une personne qui peut être affamée parce que tu plantes tes graines et tu dois attendre que ça commence à pousser. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe quand l'arbre commence à pousser, pour certains arbres, ils demandent que l'arbre puisse atteindre une certaine maturité pour que ça puisse maintenant donner une abondance. Au début, ça donne juste un peu. Et puis, ça se multiplie à chaque fois. Et jusqu'à ce que ça grandit, ça donne maintenant une abondance. Maintenant, le problème est que dans notre communauté, il y a une autre chose que je voulais aussi vraiment souligner, c'était que je me rappelle, quand j'étais petite en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que quand un couple était marié, quand un couple se mariait, en fait, l'homme devait payer ce qu'on appelle the bride price, donc comment on appelle la dot. Le prix d'achat. Le prix d'achat pour la femme. Donc, d'abord, il payait le prix d'achat pour la femme. Il y avait la fête qui était faite, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, et puis l'homme devait trouver une maison, la maison qui était trouvée et tout. Donc, dans notre communauté, il y avait des personnes qui avaient la misconception que si une personne était mariée, ça veut dire que cette personne était une personne qui avait de l'argent. Donc, ça veut dire que quand la personne se marie, c'est à elle qu'on doit venir demander de l'argent. Encore pire, le moment où le couple maintenant a un enfant, ça veut dire qu'ils sont devenus des responsables. Pour avoir cet enfant, ils ont besoin d'argent pour faire grandir cet enfant. Donc, s'il faut aller demander de l'argent, il faut aller demander de l'argent à un couple qui a payé la dot, qui ont pris la maison, qui sont mariés et maintenant qui a un enfant. On va pratiquement arracher de la nourriture à l'enfant. On arrache de la nourriture à l'enfant. Et c'est ce qui se passe pendant que vous commencez l'entreprise, au fait. Et c'est ce qui se passe pendant que vous commencez l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que maintenant vous avez beaucoup d'entrées, vous avez beaucoup de clients et tout ça comme ça, donc vous avez beaucoup d'argent. Mais non, parce que ce sont des gouttes qui montent petit à petit, ça devient grand. Et alors, vous avez cette conception-là. Et des fois, même, ce n'est pas dit, mais vous le sentez. Et même quand ce n'est pas dit, vous sentez que il y a des fois, il y a des problèmes qui se passent quand on vous demande votre aide, mais vous n'êtes pas en mesure d'aider. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez une compagnie, comment vous avez une entreprise, comment vous voulez aider. Et moi, je pensais que c'était que moi. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma tante. Alors, vous vous rendez compte qu'elle avait son business avec son mari, où vous avez une sorte de chaîne de restaurants et de bars au Congo. Alors, ils ont commencé avec un bar. Alors, le premier bar, au fait, a fermé. C'était un des plus meilleurs bars qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que la personne était devenue jalouse du fait qu'ils avaient beaucoup de clients, sans comprendre que s'ils avaient un profit ou pas, mais le propriétaire est devenu jaloux, donc il les a chassés de l'environnement, ils ont trouvé un autre bar. Mais après, après beaucoup d'années, ils se sont refaits, ils ont trouvé un succès, ils ont commencé à ouvrir une chaîne de restaurants qui était bien populaire, bien aimée, parce que les gens ils ont fait ça pendant beaucoup d'années, hein, pas du jour au lendemain, parce que beaucoup de gens pensent que le succès, c'est du jour au lendemain, ça c'est faux. Ils ont fait ça pendant beaucoup d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand ils ont la chaîne de restaurants, ils ont senti qu'il y avait maintenant tellement beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils avaient beaucoup d'argent, tellement beaucoup de mauvais cœur, tellement beaucoup de rancœur, tellement beaucoup de ce qu'on appelle le mauvais œil vers eux. Dongolomis. Donc, il y avait tellement trop d'énergie négative que quand ils se sont déplacés pour venir en Europe, la femme se sentit que, ouf. Pourquoi? Parce que maintenant que le business était fermé, on était bien. On était mieux, on peut respirer un peu, on était libre. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit que
En ayant une chaîne de restaurants, ils avaient beaucoup de travailleurs. Beaucoup de travailleurs mangeaient, beaucoup de familles mangeaient par ça. Mais c'était mieux qu'ils puissent fermer l'activité pour être libre, pour être être à libre. l'aise. Parce que sinon, tu es une personne à abattre pour la communauté parce que tu devrais donner de l'argent à tout le monde. Pendant que la nature d'une activité économique, ce n'est pas celui d'offrir de l'argent à tout le monde. La nature d'une activité économique, c'est lui de permettre de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Mais cette richesse créée n'est pas à distribuer. Cette richesse créée, c'est une recherche et c'est une richesse de la nation réservée à ceux qui travaillent dans cette entreprise. Pas de la richesse à distribuer en tout. Et il y a un autre problème aussi, hein, à part quand on parle de l'argent, un dernier problème que j'allais dire aussi, c'était par rapport aux amis qui te disent que oh non, on ne te voit plus, tu as disparu, comment est-ce que tu ne nous appelles pas, tu n'es plus là, tu ne veux pas passer le temps avec nous. Et ça fait mal parce que tu vois, en étant une personne, si tu es une personne qui a une conscience et ils savent que tu as une conscience, sinon pas tu t'en fous, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire que oui, j'aimerais vraiment passer du temps avec vous. Mais eux, ils ne veulent pas rendre la situation facile pour toi. Par exemple, venir te voir comment tu travailles, comment tu œuvres en même temps. Mais eux, ils préfèrent que tu te regardes de loin. Ils préfèrent que ce soit toi qui viens pour appeler. Ils veulent même pas te demander comment tu vas, est-ce que tu as mangé. J'ai des amis il y a une amie qui me dit non, moi je vais venir chez toi. J'étais étonnée. Je dis mais ça va m'aider. Il y a des personnes qui me demandent, qui m'appellent le matin et me disent mais est-ce que tu as mangé le matin? En plus je lui dis toujours et ça c'est maman Sylvie Palamou. C'est elle qui nous appelle chaque matin pour dire Yaya, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé ce matin? Des fois même elle appelle à 14h. Mange même un peu pour une petite pause. Mais vous vous rendez compte comment ça fait ça, au fait, ça aide parce que vous rigolez et en même temps, vous allez manger. manger. C'est une personne sur des millions. C'est une personne sur les millions. Et même le soir aussi, là, elle vient de m'appeler pour me demander si j'ai mangé. Il est 21h, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore pris mon dîner. Parce qu'on a travaillé, parce qu'on est en train de travailler. Et puis il faut faire des émissions. Il faut faire des émissions pour partager. Les émissions qu'on partage, c'est vraiment pour aider les personnes, pour dire que voilà, ça c'est ça. Et le dernier problème que je vais dire ou difficulté qu'on trouve, c'est vous savez, quand je vous ai dit que dans la communauté noire, quand vous tressez les cheveux, moi, je tressais les cheveux et j'étais la personne à qui, après avoir travaillé pendant 10 heures, on remettait 30 livres. Alors, le salaire moyen à l'époque, c'était pratiquement 5 livres 50 pour une personne de mon âge ou 3 livres pour une personne qui a moins de 16 ans. C'est 3 livres pour une personne qui a moins de 16 ans. Mais moi, je t'ai payé moins que ça. Non, c'est 4 livres pour une personne qui a moins de 16 ans. Moi, je t'ai payé moins que ça pour un travail de 10 heures, des fois même c'était 2 jours. On t'a payé 30 livres, 40 livres. Mais maintenant, quand toi, tu commences ton entreprise et tu cherches des personnes pour t'aider, ils exigent à être payés donc à la valeur moyenne. Donc, c'est la même personne qui, quand il va acheter ton produit, demande un discount, donc il demande un rabais, il demande que tu puisses l'offrir à un prix amical. Ou bien quand tu faisais ses cheveux, il te payait très mauvais, très mal. Avec des miettes. Avec des miettes. Mais quand toi, tu pars prendre son service ou quand tu as besoin de ton service, c'est la personne qui va exiger d'être payée par heure. Et quand tu acceptes, elle t'abuse parce qu'elle sera sous son téléphone toute la journée, en train de compter l'heure. Et l'heure, quand son heure est finie, même s'il y avait un carton qui était presque en train de tomber, ils vont laisser ce carton tomber, c'est plus son problème. Bye bye, elle sort, elle quitte, elle part. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, au fait, je dis vraiment ça parce que c'est là qu'on est vraiment disproportionnel. Quand il faut abuser, on est là à 100%. On veut demander le sacrifice de la personne qui a l'accompagné. Mais quand il devient pour aider, là, on devient peu. Et même là aussi, j'ai lancé des appels dans la communauté pour les jeunes. Hein, pour beaucoup de jeunes, venez prendre des expériences. Quand on a voulu trouver des gens à travailler avec nous, c'était tout simplement impossible de travailler avec quelqu'un dans notre communauté. Et c'est ce qui fait que nous faisons beaucoup de travail tout seul parce qu'en réalité, la personne qui vient de la communauté a des idées très confuses. Il ne veut que l'argent. Il ne veut qu'être payé au meilleur possible sans pour autant avoir la capacité ou la volonté de vouloir vraiment faire le travail. Ça, c'est quelque chose. Et le pire pour moi, c'est que, au fait, je dis qu'il n'y a rien à payer quelqu'un. Moi, j'aime une personne qui vient, qui dit, OK, moi, je vais être payé tot. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être payé tot? Alors, je lui dis, OK, pour qu'on puisse être en mesure de te payer tot, il faut
faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut peut-être vendre des produits. Et quand tu vends les produits, donc, de ces produits que tu as vendus, ton salaire va venir de là. On se comprend, oui. Maintenant, vous voyez un peu comment c'est différent. Et ça se passe dans d'autres communautés. Ils ont ce qu'on appelle des personnes qui s'occupent des ventes, par exemple, qui sont rémunérées par rapport au pourcentage. Et ça passe bien, c'est pas un abus. Mais quand c'est une personne dans la communauté qui fait ça, alors là, ça devient un abus. Parce que là aussi, moi, parce qu'en commençant, je suis allée travailler avec un restaurant chez un Nigérien. Alors, au début, quand il y avait, en fait, il me payait par rapport à ce qu'il y avait. En fait, au début, moi, je me disais, il y avait une amie qui me disait, ne pars pas chez eux, ils payent mal, ils payent pas bien, ils respectent pas les gens et tout. Mais je suis allée là-bas une fois. J'ai travaillé avec eux et je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas fait entrer beaucoup d'argent ce jour-là. Alors maintenant, quand ils m'ont payé, j'ai dit non. J'ai voulu la rembourser un peu. Mais ils étaient très touchés. La femme m'a appelé, elle m'a dit, elle voulait me payer quelque chose comme, je pense, elle voulait me payer quelque chose comme 7 livres par heure, donc j'avais fait 10 heures, me payer 70, 70. Alors moi, je lui ai dit non, reprends 10 au moins. Bien, reprends un peu 20 parce que par rapport au travail que j'ai fait, 50, ça me va. Je suis jeune. Toi, tu es parent, tu dois payer tout ça comme ça, comme ça. Vous n'avez pas eu assez. Ma femme m'a vraiment touchée. Elle était touchée. Elle était très touchée. Elle a été presque aux larmes parce qu'elle s'est dit que tu ne comprends pas comment c'est difficile parce que pour avoir un business comme un restaurant, vous avez besoin d'avoir une personne qui sert. Quand c'est toi-même qui sert, tu as un niveau bas. On revient à la personne que j'avais parlé au début qui dit qu'on a des niveaux très bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'offrir le niveau plus élevé, parce qu'on ne peut pas avoir de financement. Mais en même temps, il y a la personne qui ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce qu'on me donne. Il n'y a pas cette proportionnalité. Quand c'est toi qui donnes, là, on te met des freins. Mais quand c'est de l'autre côté, eux, ils viennent te donner le moins possible. Ils viennent demander moins et tout. Mais vraiment, c'est pour dire que, au fait, avec ça, je dis, j'encourage les gens qui supportent. Il faut supporter davantage. Il faut continuer à faire ce que vous faites. Et pour ceux qui ne savent pas supporter, il faut aussi apprendre qu'est-ce que ça peut donner. Parce que tout ce que vous dites a de la valeur. Quand une personne vient et dit que oui, je suis là, et on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, par exemple, qui sont venues aider, et des personnes qui sont venues, je dis, par exemple, je donne l'exemple aussi de ma petite soeur, une fois, elle est venue parce qu'elle travaillait là, et voulait venir voir comment on faisait dans les magasins, dans les événements végans. Elle est venue pour avoir l'expérience. Elle était très contente d'avoir eu cette expérience. Et vraiment, je dis ça parce que en partageant ces moments-là, c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de s'entraider. Parce que chez nous, en fait, comme Noirs, on s'appelle frère, on s'appelle sœur. Mais en fait, moi, il y a des fois, j'avais même une attitude où je disais à certaines personnes, c'est mieux qu'on se regarde comme une personne normale. Ne m'appelle pas sœur, ne m'appelle pas frère. Parce qu'en m'appelant frère, en m'appelant sœur, on en tient qu'on a une relation de similarité, de compréhension, une relation d'amour, de Zola, non? Mhm. Mais maintenant, quand toi, tu me donnes un traitement qui n'a pas tout ça, et puis tu m'appelles frère, tu m'appelles sœur. C'est un moyen d'abus, c'est une un moyen expression qui d'abus. porte d'abus. À la limite, c'est une expression moqueur. Voilà. Un très moqueur comme expression. Et vraiment, encore une fois, je dis que pour ceux qui peuvent être choqués, moi, je dis, j'aimerais vraiment dire ça. Et quand j'écrirai mon livre sur comment j'ai commencé, je mettrai les points sous les i. Et là où je devrais dire ce qui est vrai, je dirai. Ce qui n'est pas vrai, je ne le dirai pas. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument fixer sur notre communauté. Absolument. Sinon pas, on va continuer. C'est comme à acheter des produits finis. Il y a une expression qu'on dit souvent, j'ai entendu souvent dire quand je grandissais, que mes parents disaient souvent, on disait toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais le principe est lequel? Si on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, alors cela veut dire que certains mensonges sont bonnes à dire. C'est la complémentarité, le principe de la complémentarité dit que si on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est alors, on est par les mêmes biais, on est aussi en train de dire que certains mensonges sont bons à dire. Ça, c'est une phrase des menteurs. La vérité est qu'il faut toujours dire la vérité. On ne peut pas cacher la lumière. Celui qui cache la lumière apporte l'obscurité. La lumière doit être mise sur la table et sous la table et non sous la table, comme me rappelait notre SM, des noms m'échappent maintenant,
Pas c'est Merket qui dit ça, c'est plutôt Nebkao. Nebkao qui dit toujours la lumière doit être mise sur la table et non sous la table. Disons ceci, nous allons conclure notre émission. Je ne sais pas, non, ce n'est encore d'autres à ajouter. Parole de mot de la fin. Je pense que vraiment pour dire droite pour ceux qui nous écoutent, et si vous avez des questions, vous voulez que je puisse vraiment parler plus en détail pour tous ces que j'ai énoncés, ça c'est vraiment une introduction. Et alors là, on pourra vraiment entrer dans des détails plus particuliers parce que c'était vraiment difficile de dire certains et sans vraiment donner un contexte. Parce que sans le contexte, c'est là qu'on peut misinterpréter des choses. Et c'est comme ça que j'aimerais dire droite. Et j'ai vraiment trop de gratitude pour le fait que je suis même en mesure de parler de ça aujourd'hui parce que ça m'a libérée juste en parlant, même maintenant. Ça m'a vraiment libérée et c'est vraiment une sorte de thérapie pour moi parce que là, j'étais en mesure de parler de mon expérience et vraiment de parler des parties qui ont été problématiques. Et je pense qu'en ayant dit ça, vraiment regarder Bikoudi pour 2019 et je pense que ça va aller encore de l'avant parce que j'ai eu la possibilité de me décharger. Et nous avons dédié l'émission d'aujourd'hui à une personne, à une maman qui nous est très chère, que nous avons perdue. Il s'agit, bien entendu, de notre grande maman, Winnie Mandela. Je vais vous signaler que dans tous les continents noirs, les dernières femmes avec cette force que nous avons comme Winnie Mandela, nous connaissons à l'époque de Kipavita. Nous avons Maman Ngoma Futwa, nous avons Yaya Mbangala, ou la reine Onandi, ou les guerrières Ashanti. Une chose qui me brûle le cœur, de savoir que durant les périodes post-coloniales, des années 40 jusqu'à maintenant, nous n'avons eu qu'une seule femme forte, Winnie Mandela. Parmi des millions et des millions et des millions et des millions de mamans, de femmes et de jeunes filles, nous n'avons que Winnie Mandela. C'est là, en tant que fils, me révolte parce que je me dis que faisait ma maman. Qu'ont fait nos mamans? Nous avons aujourd'hui Mbikoudi qui s'élève et nous voulons aussi que d'autres femmes s'élèvent comme Winnie Mandela. La grandeur, la prospérité, je le répète encore aujourd'hui, est une question de communauté. Regardez, le monde blanc est prêt à jeter de la merde, du tordu. Il est prêt à jeter des ordures sur les autres communautés pour faire grandir la leur. Mais jamais ils ne se font entre eux. Notre faiblesse, la plus grande faiblesse est que nous ne jetons pas des ordures aux autres pour permettre à notre propre communauté de grandir. Mais nous jetons les ordures les uns des autres. Nous devons en premier lieu prendre les ordures qui nous sont jetées par les autres dans la thématique contemporaine de la compétition interraciale, disons, de la compétition entre races. Nous devons nous défendre de cela et en ce moment, nous avons besoin de notre communauté, comme les autres ont la part de leur communauté et pour leur permettre de percer. Mais dans notre communauté, nous avons un problème. Les ordures qui nous remplissent ne viennent pas seulement des communautés des autres, elles viennent de notre propre communauté. Autosabotage. Autosabotage, une inconscience collective désastreuse. Quand on regarde aujourd'hui les social médias, les Noirs ne font que s'insulter du matin au soir. C'est comme si les Russes n'avaient pas d'énémicité entre eux. C'est comme si les Chinois n'avaient pas d'énémicité entre eux. C'est comme si les Indiens, les Arabes, les Pakistanais n'ont pas d'énémicité par eux. Dans tout le peuple du monde, il y a des énémicités entre eux. Regardez les mondes occidentaux, ils ont fait la guerre des 1000 ans. Il y a des énémicités entre eux. Mais ils comprennent quand il faut conjuguer ensemble dans un cadre de défis et de compétitions internationales. Les ordures, il faut les lâcher, il faut les jeter aux autres pour vous permettre d'aller plus rapidement. Parce que de la même manière, comme vous les jetez les ordures, et vous jetez des ordures.
Mais si nous devons être dans la situation où nous prenons les ordures qui nous sont jetés par les êtres pour les jeter les uns des autres, nous sommes des éternels perdants. Nous sommes des éternels perdants. La solution que nous recherchons est dans nous, notre transformation. Nous devons sortir de la compétition pour rentrer dans la juxtaposition. En peu de mots, nous devons devenir authentiques. Nous devons reconnaître ce que nous sommes, nous reconnaître les uns des autres. Le problème est que, comme notre Sénète a dit, quand on a un mental blanc, quand on pense être blanc, on doit être contre les noirs qui est à côté de soi parce qu'en ce moment-là, on fonctionne comme un blanc. Comme les blancs. C'est une forme de compétition saine du point de vue de la conjoncture actuelle. Mais nous sommes des noirs, nous devons déjà nous combattre contre ce qui viennent des Arabes, des Noirs, des Chinois et autres. Mais si nous devons aussi être dans cet état mental entre nous, ce serait la fin. Et donc, cette émission d'aujourd'hui est dédiée à Winnie Mandela, à tous les moments que nous demandons de vous lever, à changer votre mentalité, à comprendre que la maman est la colonne vertébrale de la société et que la conjugaison, comme nos moments aller dans les sens, aux champs ensemble, les travail collectifs est le principal atout pour la prospérité. La juxtaposition, c'est ça le travail collectif. La compétition ne l'est pas, en tout cas pas pour nous. Définitivement pour nous. C'est avec ces mots que je me retourne vers l'esprit de notre maman, Winnie Mandela, partout où elle se trouve. Et nous disons, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou kuaura, manketipa irura. Amasu empa emra, manketipa irura. Amasu empa emra, manketipa erura. Amasu empa emra, erura, manketipa. Amasu empa emra, manketipa erura. Ceci est une chanson écrite, composée par notre scène, Menchu Otep Douanecher.